Il existe un endroit sur la planète où l'être humain n'est pas le prédateur dominant. Nous sommes sur l'île de Nouvelle-Guinée, dans la région indonésienne de Papouasie. L'eau trompe, le sol se dérobe, et la faune a perfectionné l'embuscade au fil de millions d'années. Ici, rien ne prévient du danger, et rien n'est trop petit pour être létal. Comment survit-on dans un tel endroit? Vous êtes sur Krona Origem. Aujourd'hui, nous parcourrons 5 territoires où la survie prend des formes distinctes, du lac au marécage et à la jungle, du grand fleuve aux montagnes. Dans chacun d'eux, des communautés qui ont choisi de rester. Et dans l'un de ces décors, vous comprendrez pourquoi ici, une seule erreur peut être sans retour. Nous commençons par l'eau, surface immobile, trop calme. Dans le lac Sentani, dans la province de Papouasie, en Indonésie, s'étendent près de 100 km² d'eau douce, à environ 20 km de Jayapura. Sur ses rives et à sa surface vit le peuple Sentani, une communauté dont l'existence est liée à ce lac depuis des générations. Ici, la distance se mesure en temps de pirogue et en capacité à interpréter l'eau. Au lever du soleil, la brume réduit la visibilité à quelques mètres. Une pirogue sculptée dans un seul tronc avance en silence, propulsée par une rame en bois, sans moteur, sans équipement moderne. Entre les îles et les villages, les habitations sont érigées sur pilotis et reliées par des passerelles. Il s'agit d'une adaptation directe à l'environnement. Les premiers Européens sont arrivés dans cette région à la fin du XIXe siècle. En 1903, le médecin militaire néerlandais Gisbertus van der Sande a documenté les villages construits sur les eaux du lac Sentani. Il fut impressionné par la complexité des structures, par la connaissance précise de l'eau et par les règles non écrites qui soutenaient cette société. La pêche et la transformation du sagou définissent le quotidien. La vie tourne autour du lac, et le lac impose des conditions qui ne permettent aucune attention. Mais ces conditions ne découlent pas seulement de la tradition, elles proviennent aussi de ceux qui habitent sous la surface. Dans ces eaux vit le Crocodylus nuvaguineae, le crocodile de Nouvelle-Guinée. Il peut dépasser les 3 mètres de long. Ce n'est pas le plus grand de la région, mais sa taille est suffisante pour transformer toute distraction en un risque réel. C'est un prédateur en embuscade typique des eaux intérieures. Sa stratégie est la patience. Il se positionne dans les zones peu profondes, parfois là où l'eau couvre à peine son dos. Seuls les yeux et les narines restent visibles. Le reste n'est qu'une ombre immobile sous la surface pendant de longues périodes. L'eau semble calme, mais elle ne l'est pas. Quelque chose se trouve là, juste en dessous, invisible pour celui qui observe de l'extérieur. Si quelqu'un entre sans observer, sans calculer, sans interpréter les signes, ce quelque chose réagit. Le crocodile détecte les vibrations et les moindres changements dans l'eau. Si quelque chose s'approche de la rive, ou si quelqu'un entre sans précaution, l'attaque est explosive. Les mâchoires se referment, et ce qui est capturé est entraîné vers le fond. Son activité augmente au crépuscule et pendant la nuit, surtout dans des conditions de faible visibilité. Les Sentani n'évitent pas le lac. Ils ne le peuvent pas. Ils en dépendent. Mais ils ne le défient pas non plus. Ils le lisent. Ils pêchent en groupe avec une vigilance mutuelle, à 2, 3 ou 4 pirogues. Si un crocodile s'approche, la réaction est immédiate. Ils frappent l'eau avec les rames. Le son et les vibrations peuvent désorienter l'animal, offrant le temps de reculer. Ils observent des indices, tels que des bulles persistantes, des oiseaux agités et des changements brusques dans le comportement des poissons. Existe également le système traditionnel appelé sassi, des restrictions temporaires. Londofolo, le chef tribal, déclare certaines zones du lac interdites. Personne ne peut y pêcher pendant des semaines ou des mois. Il ne s'agit pas seulement de conserver les ressources, mais de réguler les périodes sensibles de l'écosystème pour éviter les zones où les crocodiles deviennent plus agressifs. Lorsque le sassi est levé, le bouquéré a lieu, la pêche collective. Toute la communauté participe à grande échelle pour des cérémonies et des rituels. Le lac offre, mais il faut d'abord savoir quand ne pas prélever. Les maisons sur pilotis n'existent pas seulement à cause des variations du niveau de l'eau. Elles réduisent également l'exposition aux moustiques et maintiennent une distance avec la surface pendant la nuit, lorsque les crocodiles sont les plus actifs. La Papouasie est l'une des régions à forte incidence de paludisme en Indonésie, et le lac Sentani ne fait pas exception. Les moustiques anophèles prolifèrent sur les rives et dans les zones d'eau stagnantes. Ils sont plus actifs au crépuscule. La piqûre est silencieuse. Le parasite Plasmodium falciparum peut naître dans la circulation sanguine. Fièvre, frissons, convulsions. Chez les jeunes enfants, les conséquences peuvent être fatales. L'élévation des habitations aide. Les moustiques anophèles ont tendance à voler près du sol ou de l'eau. À quelques mètres de hauteur, l'exposition diminue. Le risque ne disparaît pas, mais il est réduit. La fumée joue également un rôle important. Les Sentani brûlent des résines et du bois humide. La fumée agit comme un répulsif. Pour les Sentani, le lac n'est pas seulement un paysage, c'est un calcul constant. Chaque entrée dans l'eau est une décision. Chaque activité implique une évaluation des risques. Ils ne dominent pas l'environnement. Ils s'y adaptent. Au lac Sentani,
le danger a au moins une forme. Il peut être perçu par ceux qui savent interpréter les signes. Mais imaginez maintenant un endroit où le danger n'a pas de forme, ne surgit pas de l'eau. Il est dans l'air. Dans le sud de la Papouasie, il existe un tel territoire. Ici, pour dormir avec un certain degré de sécurité, il est nécessaire de s'élever à 15 mètres au-dessus du sol. La maison ne touche pas la terre, car dans cette jungle, le risque ne se voit pas. On le respire. Dans la région de Mapi, dans l'actuelle province de Papouasie sud-orientale en Indonésie, se trouve le peuple Kombai. C'est un territoire de forêt tropicale de basse altitude, pratiquement au niveau de la mer. Le terrain est plat, mais pas ferme. Pendant une grande partie de l'année, il reste saturé d'eau. L'eau ne traverse pas le paysage sous forme de rivière définie. Elle s'étale, stagne, forme des maréchages et des zones inondées qui peuvent rester humides pendant des mois. La végétation pousse sur des couches molles qui cèdent sous le poids. Marcher exige une attention constante. Vivre au niveau du sol implique d'accepter le contact permanent avec l'humidité. Et dans cet environnement, le risque le plus constant n'a pas de croc. Les températures ont l'habitude d'osciller entre 28 et 35 degrés, mais ce n'est pas la chaleur qui définit cet endroit, c'est l'humidité. Elle peut atteindre des niveaux proches de 95%. L'air est saturé, les vêtements mettent du temps à sécher, et dans ces conditions, quelque chose change. Les plaies ne cicatrisent pas avec la même rapidité. L'humidité constante favorise l'infection et transforme n'importe quelle coupure en un risque qui ne peut être ignoré. Ici, la moindre inattention a des conséquences. Au niveau du sol, l'humidité et les insectes sont constants. À 15 mètres, l'exposition diminue et l'air circule mieux. À la fin du XXe siècle, des explorateurs et des chercheurs qui ont documenté la région ont décrit des habitations surélevées qui défiaient les attentes accidentales. Des maisons à des hauteurs qui semblaient impossibles, sans clous ni outils modernes. Un savoir transmis au fil des siècles. Et dans cette humidité constante, un peuple construit ses habitations, non pas au sol, mais au-dessus de lui, élevées à 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, certaines à 15 mètres ou plus. C'est une stratégie de survie. Le principal risque sanitaire est le paludisme transmis par les moustiques Anopheles. Ils sont très petits, seulement 3-4 mm. On ne les entend pas s'approcher. La femelle a besoin de sang pour pouvoir pondre ses œufs. Elle se pose sur la peau exposée, introduit sa fine trompe et aspire. Pendant qu'elle se nourrit, elle libère de la salive dans la circulation sanguine, et avec cette salive, elle peut transmettre le parasite qui cause le paludisme. Les symptômes n'apparaissent pas immédiatement, ils peuvent mettre 7 ou 10 jours. D'abord vient la forte fièvre, puis les frissons intenses et les maux de tête. Dans les cas les plus graves, le parasite atteint le cerveau et provoque des convulsions, voire le coma. Le paludisme est fréquent dans cette région, il fait partie de la réalité quotidienne. Ils ne peuvent pas l'éliminer complètement, mais ils ont développé des moyens de réduire le risque d'exposition. Les combats y construisent 3 types de structures, chacune avec une fonction spécifique. Goro, la maison d'habitation, entre 3 et 15 mètres de hauteur, est l'endroit où la famille vit, où ils dorment, où ils passent la majeure partie de leur temps. La structure est construite autour d'un arbre vivant. Le tronc central est fait office de pilier. Il est élagué. On laisse une hauteur spécifique et on construit la plateforme par-dessus. Ils n'utilisent pas de clous, seulement des ligatures, des lianes, des fibres végétales. La construction peut prendre des semaines, des mois, mais le résultat est solide. Une plateforme vie supporte le poids d'une famille entière, plus les porcs, plus les provisions. Oualina, la maison de surveillance, 15 mètres ou plus, est la plus haute, utilisée comme poste d'observation. Les hommes montent ici pour surveiller le territoire, pour détecter des visiteurs. Ibena, la maison au niveau du sol ou proche de celui-ci, est utilisée pour les accouchements, pour les périodes de menstruation des femmes et pour les grandes fêtes des larves de sagou. La clé réside dans l'élévation. De nombreux moustiques Anopheles concentrent leur activité près du sol et de l'eau. À une plus grande hauteur, l'exposition a tendance à diminuer. L'accès à l'habitation se fait par une échelle de lianes qui peut atteindre plusieurs mètres de haut. La structure vibre lorsqu'elle est utilisée. Cette vibration n'est pas un défaut, mais un système intentionnel qui permet d'avertir ceux qui sont en haut que quelqu'un monte. En arrivant sur la plateforme, les conditions environnementales changent de manière perceptible. À cette hauteur, la concentration d'insectes diminue, la circulation de l'air s'améliore et l'accumulation d'humidité caractéristique du niveau du sol est réduite. De plus, chaque maison intègre des mesures de sécurité. La plateforme de la cuisine est séparée de la zone de couchage. Si le feu devient incontrôlable, il est possible de couper cette section et de la laisser tomber pour éviter que toute la structure ne soit consumée. Mais ici, le risque ne s'arrête pas à l'intérieur de la maison. Dès que la lumière disparaît, la jungle recommence à s'animer tout autour. Parmi la végétation peut apparaître le python réticulé malais, Python reticulatus, l'un des serpents les plus longs de la planète. Il peut dépasser 6 mètres de long et figure parmi les plus grands jamais enregistrés. Il n'a pas de venin. Il tue par constriction, s'enroule autour de sa proie et chaque fois que celle-ci expire, le serpent serre un peu plus fort. En 3 à 5 minutes, l'asphyxie est complète. Il est nocturne, chasse la nuit, depuis les arbres, le sol ou l'eau. Il possède des organes sensoriels qui détectent la chaleur. Les combats y maintiennent une surveillance nocturne. Les enfants de moins de 10 ans ne restent pas seuls dans la jungle après la tombée de la nuit. Les chiens aboient lorsqu'ils détectent un serpent. Cela donne le temps de réagir. Si quelqu'un est attaqué par un python, la réponse est collective. On n'essaie pas de dérouler le serpent, cela le fait serrer davantage. On attaque la tête, à la machette ou à la lance. On coupe une section du corps. Quand le serpent meurt, les muscles se relâchent. Sur ce territoire vit également le cassoir à casque. Cassowars.
Il peut atteindre jusqu'à 1,80 m de hauteur et peser environ 85 kg. Sur chaque patte, il possède une griffe interne qui peut mesurer jusqu'à 12 cm. Il est territorial et imprévisible. S'il perçoit une menace, il ne s'enfuit pas toujours. Il peut sauter et frapper avec ses deux pattes. Cette griffe est capable de causer des blessures graves à l'abdomen, à la poitrine ou au cou. Dans la jungle, les combats n'affrontent pas le prédateur. Ils réduisent l'exposition. Ils construisent à 15 mètres de hauteur, non par orgueil, mais par nécessité. Parce qu'ils ont appris que dans cet écosystème, la distance, c'est la vie. Ici, le danger est dans l'air, à chaque respiration. Et la solution est simple, mais extrême. S'éloigner, monter, vivre suspendu entre le ciel et la terre. Mais il y a un endroit en Papouasie où il n'est pas possible de s'éloigner. Ici, la marge d'erreur disparaît. Ce que je vous ai annoncé au début n'est plus une idée, c'est un risque. Ici, le danger n'est pas dans l'air, mais dans l'eau. Maintenant, nous voyageons vers le plus grand fleuve de la région, où vit le plus grand reptile du monde. Ici, l'eau cesse d'être un territoire, elle devient un piège. Bienvenue dans le bassin du fleuve Mamberamo, en Papouasie, Indonésie, l'un des fleuves les plus puissants du pays. Il parcourt environ 670 km depuis sa source dans les montagnes, jusqu'à son embouchure dans l'océan Pacifique. Sur ces rives vit le peuple Baozi, entre 100 et 1500 personnes, réparties en petits groupes. Certains résident dans des villages semi-permanents, d'autres maintiennent une plus grande mobilité. Leur vie suit le cours du fleuve, les ressources disponibles et les cycles de l'eau. Ici, l'eau n'est pas transparente. Elle est chargée de sédiments en suspension, qui lui donnent une teinte brune et une visibilité quasi nulle. À quelques centimètres de profondeur, la main cesse d'être visible. Cette opacité empêche d'anticiper ce qui bouge sous la surface, et c'est là que commence le risque. Les courants ne sont pas non plus uniformes. Il existe des tronçons où l'eau avance à peine, et d'autres où elle peut atteindre 8 km/h, surtout pendant la saison des pluies. Dans cet environnement changeant, chaque pas dans le fleuve exige calcul et expérience. Des travaux de linguistique et de documentation de terrain associés au Summer Institute of Linguistics et à d'autres chercheurs ont décrit les communautés qui habitent ces rives. Ils ont documenté le peuple Baozi comme l'une des communautés les plus isolées de la région. Isolés non pas parce qu'ils ignoraient l'existence du monde extérieur, mais parce qu'ils ont choisi de garder leur distance, car le fleuve leur donnait tout, et le fleuve exigeait un respect absolu. Dans ces eaux vit le crocodile marin, le crocodile d'eau salée, considéré comme le plus grand reptile du monde. Certains spécimens peuvent dépasser 1 tonne. Sa morsure est l'une des plus puissantes jamais enregistrées dans le règne animal, avec une force suffisante pour fracturer les os longs de grands mammifères et causer des dommages dévastateurs en quelques secondes. Dans le fleuve, de nombreuses activités sont réalisées, avec de l'eau à hauteur de taille. Le fond est irrégulier, boue, pierre, dénivelé. La visibilité sous l'eau est pratiquement nulle en raison des sédiments en suspension. La température de l'eau tourne autour de 30 degrés Celsius. Le crocodile utilise une stratégie d'embuscade. Il se positionne dans les eaux troubles ou près de la rive, là où la profondeur est suffisante pour couvrir la majeure partie de son corps. Il ne garde hors de l'eau que les yeux et les narines. Il peut rester immobile pendant de longues périodes, attendant le moment opportun pour attaquer. L'attaque est explosive, à très grande vitesse, à courte distance. La fermeture des mâchoires est pratiquement instantanée pour la perception humaine. Il n'y a pas de réelle marge de réaction. Vient ensuite l'entraînement vers le fond. Le crocodile tire vers le fond, et si la proie est grande, il utilise une technique appelée death roll, la roulade de la mort. Il fait pivoter son corps violemment, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à arracher des morceaux de chair, jusqu'à ce que la proie cesse de bouger. Les Baozi respectent le crocodile, mais certains le chassent. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est une technique ancestrale. La chasse traditionnelle au crocodile dans la région est décrite comme une pratique hautement technique et d'un risque extrême. Outils, une lance faite de bois de nibon, un bois extrêmement dur, et une corde de retin. Le processus commence par la localisation. Les Baozi connaissent les zones où les crocodiles se reposent. Pans de sable, rives végétalisées. Ils observent. Ils attendent. Le moment critique est celui où le crocodile ferme les yeux. Un crocodile aux yeux ouverts est en alerte. Les yeux fermés, il est imprudent. C'est le moment. Le chasseur plonge avec sa lance, sans bouteille d'oxygène, sans équipement moderne. Seule sa capacité à retenir son souffle lui permet de s'approcher sous l'eau, par en dessous, d'un angle où le crocodile ne peut pas le voir facilement. Il ne voit rien, seulement des ombres. Il se guide par la mémoire, par l'expérience. Il sait que le crocodile est à 3 mètres, à 2, à 1. Il perçoit le mouvement de l'eau quand il respire et agit. Une seule tentative. La lance doit pénétrer un point vital. S'il réussit, l'animal meurt rapidement. Sinon, il réagit, et le chasseur reste dans l'eau face à un crocodile blessé. Pourriez-vous descendre dans une eau trouble sans voir votre propre main, sachant qu'à quelques mètres peut se trouver un prédateur dépassant les 6 mètres,
et réagissant en fractions de seconde, c'est ce que cette pratique implique. Une activité de risque extrême qui ne dépend pas seulement du courage, mais de la connaissance précise du comportement du reptile, de ses poids vulnérables, et de l'instant exact où il peut être attaqué, sans marge d'erreur. Si l'animal est capturé, rien n'est gaspillé. La peau a une valeur économique. La viande est consommée. La graisse est utilisée pour cuisiner le sagou. Les dents deviennent des colliers, symbole de prestige. Pour le reste de la communauté qui ne participe pas à cette chasse, la relation avec le fleuve est différente. Ne jamais entrer dans l'eau seul, toujours en groupe. Vigilance constante, observation de la surface, changement dans le comportement de l'eau, tourbillon, vagues qui ne devraient pas être là. Frapper l'eau avant d'entrer avec un morceau de bois, avec la rame. Le bruit et la vibration alertent le crocodile. Et généralement, s'il n'a pas faim ou s'il ne protège pas un nid, il s'éloigne. Évitez les berges de la végétation dense. Les crocodiles utilisent la végétation comme couverture. Évitez les zones de nidification. Entre octobre et décembre, les femelles pondent des œufs. Et les femelles avec des nids ne négocient pas, elles attaquent tout ce qui s'approche. Le fleuve Mambaramo ne se domine pas, il se comprend. Il lise le courant, lise le comportement des poissons. Et quand il chasse le crocodile, ce n'est pas une conquête, c'est une négociation. Une négociation où l'erreur signifie la mort. Vous venez de parcourir 3 écosystèmes, 3 façons différentes de survivre. Si ce voyage est révélateur pour vous, abonnez-vous et restez attentifs, car ce qui vient maintenant repousse les limites encore plus loin. Dans le fleuve, le risque fait partie de l'eau, et vous avez déjà vu comment il est affronté. Avec observation, avec technique, avec calcul. Mais dans les hautes terres, le risque prend d'une autre logique. Il ne dépend pas de ce qui est caché, mais d'interaction directe avec une faune territoriale et physiquement dangereuse. Maintenant nous montons, nous laissons la forêt basse et le fleuve derrière nous, et nous prenons de l'altitude. La pression diminue, l'oxygène se raréfie, et les nuits se refroidissent rapidement. Dans ces montagnes vit un peuple, et sur son territoire patrouille l'un des oiseaux les plus dangereux du monde. Dans la montagne, le danger est direct. Ici vit le peuple. Et là, Leur territoire s'étend à travers les chaînes de montagnes Jael et Jaya, dans les hautes terres de Papouasie, en Indonésie, entre 15 et 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Certains établissements se trouvent à des altitudes encore plus élevées. À cette altitude, la pression atmosphérique diminue et l'oxygène disponible est inférieur à celui des régions de basse altitude. Chaque respiration exige un effort plus important. La fréquence cardiaque s'accélère. Il s'agit d'une condition permanente de la vie quotidienne. Les températures diurnes varient entre 15 et 22 degrés Celsius. La nuit, elles peuvent chuter jusqu'à près de 0 degrés ou même en dessous. Sans protection adéquate, le froid devient un risque physiologique réel. Le brouillard couvre fréquemment les vallées et les pentes, réduisant la visibilité et isolant les communautés. Et dans cette brume se déplace une présence qui ne s'éloigne pas toujours en détectant l'être humain. Le peuple Yali n'a été contacté par des missionnaires que dans les années 1960. En 1968, le missionnaire Stan Dale est mort lors d'un affrontement avec des guerriers Yali qui défendaient leur territoire. En 1976, 2 missionnaires néerlandais ont été exécutés. Ce n'était pas une hostilité gratuite, c'était une défense territoriale, une délimitation claire. Cet espace possède des limites. Des dizaines de milliers de personnes habitent ces vallées, organisées en de multiples clans. Leur économie repose sur l'agriculture, pratiquée sur des terrasses construites sur des pentes extrêmement raides. Les Yali ne sont pas seuls sur la montagne. Ils partagent le territoire avec l'une des espèces les plus imposantes de la région, le casoar à casque. Casoar. Il peut atteindre 1,8 mètre de hauteur et jusqu'à 85 kg. Son corps est couvert de plumes noires rigides. La tête d'un bleu intense soutient un casque osseux proéminent. Chaque patte possède 3 doigts, le doigt interne étant armé d'une griffe longue, droite et acérée, qui peut atteindre 12 cm. Son régime alimentaire est principalement végétal. Cependant, pendant la période de nidification, son comportement devient nettement territorial et imprévisible. Sur les sentiers de montagne, sous un brouillard dense, la visibilité peut se réduire à quelques mètres. Le son précède souvent la silhouette. Le casoar émet des vocalisations graves et peut surgir à courte distance, adoptant une posture dressée tout en évaluant l'environnement. S'il perçoit une menace, il n'attaque pas par des morsures. Il peut sauter et frapper violemment avec ses 2 pattes. Sa griffe interne est capable de causer des blessures profondes et des lésions graves. La vitesse constitue un autre avantage. Il peut se déplacer rapidement sur de courtes distances, même dans une végétation dense et sur un terrain accidenté. S'enfuir en courant n'est pas une stratégie efficace. Des attaques contre des humains sont documentées en Nouvelle-Guinée et en Australie. Elles ne sont pas fréquentes, mais elles se produisent. Et lorsqu'elles se produisent, les conséquences peuvent être graves. Les Yali ne craignent pas le casoar. Ils le respectent. Ils savent que l'éviter est plus efficace que de l'affronter. Ils évitent les zones de nidification.
Durant la saison de reproduction, généralement entre mai et novembre, les casoirs se reproduisent et le mâle incube les œufs pendant environ 50 jours. Durant cette période, le comportement défensif s'intensifie. Les Intos et Ali identifient ces zones et gardent simplement leur distance. Si une rencontre se produit, courir représente la pire erreur possible. Cela peut déclencher le réflexe de poursuite de l'oiseau. La réaction adéquate consiste à reculer de manière lente et contrôlée, sans tourner le dos et en maintenant le contact visuel. La question est directe. Pourriez-vous garder votre calme face à un animal de près de 2 mètres à quelques mètres de distance? Dans la plupart des situations, s'il ne perçoit pas de menace, le cassoir finit par s'éloigner. À 2000 mètres d'altitude, les températures nocturnes peuvent approcher les 0 degrés. Dans ces conditions, le corps humain sans protection perd rapidement sa chaleur. Hypothermie, mort. Les Yalis ne disposent pas de vêtements modernes, ni d'isolation synthétique. Pourtant, ils ont développé des solutions fonctionnelles. Ils élèvent des porcs, et la graisse animale possède une fonction pratique. Appliquée sur la peau, elle aide à réduire la perte de chaleur corporelle dans les environnements froids. C'est une réponse adaptative aux conditions thermiques de l'altitude. Lorsque la température descend à 2 degrés et qu'il n'y a pas d'autre forme de protection, cette couche peut représenter la différence entre conserver ou perdre de la chaleur pendant la nuit. À l'intérieur des habitations, il y a toujours un feu central permanent. Le maintenir allumé est une responsabilité collective. Les familles dorment autour de la source de chaleur, organisée en cercle, partageant l'énergie thermique. Pas seulement une famille. Lors des nuits particulièrement froides, plusieurs familles peuvent partager le même espace. La chaleur corporelle collective devient un mécanisme de survie. Les enfants dorment entre les adultes. Les Yalis sont des agriculteurs, mais pas en plaine. Ils cultivent sur les pentes, des pentes qui peuvent atteindre des inclinaisons de 40, 50 ou même 60 degrés. Des terrains où, à première vue, la culture semblerait irréalisable. Pourtant, ils persistent. Une terrasse Yali consiste en une surface agricole rectangulaire construite en pente. Les murs de soutènement sont formés de pierres empilées sans mortier, maintenues par stabilité structurelle. La construction est manuelle et peut nécessiter de longues périodes de travail accumulé. Une fois consolidé, le système peut rester fonctionnel pendant des décennies, moyennant un entretien périodique. En montagne, l'eau de pluie s'écoule continuellement vers le bas de la pente, sans contrôle, provoquant érosion et instabilité. Les Yalis construisent des canaux et des fossés de drainage qui dirigent le flux, préservant l'intégrité du sol. Hypéré, dans la langue Yali. La patate douce, base de leur alimentation, représente environ 80% de leur apport calorique. Les Yalis reconnaissent 49 cultivars distincts de patates douces, chacun adapté à des conditions spécifiques d'altitude, de sol et de régime de pluie. Ils n'utilisent pas de déforestation extensive avec brûlis à grande échelle. Au lieu de cela, ils pratiquent des brûlages contrôlés d'arbustes et de branches en petits tas. Cette méthode crée des zones de fertilité élevées, sans détruire de grandes étendues de forêt. Il s'agit d'un système durable employé depuis des siècles. Les établissements et les hameaux se situent souvent sur des sommets et des crêtes élevées pour des raisons défensives. Historiquement, les conflits entre clans ont fait de l'altitude un avantage stratégique, augmentant la visibilité et réduisant la vulnérabilité aux attaques surprises. Dans les hautes terres de Papouasie, l'air est raréfié et le froid nocturne constitue une constante. La survie dépend de mécanismes précis, terrasses agricoles, feux permanents et isolation thermique basée sur les ressources locales. Jusqu'à présent, vous avez observé la jungle, le marécage, la rivière et la montagne, mais nous n'avons pas encore atteint la limite supérieure. Il existe une zone en Papouasie où l'altitude dépasse les 3000 mètres, où l'oxygène se raréfie et où les températures nocturnes descendent en dessous de zéro, même sous un climat tropical. Là, près des derniers glaciers de cette région, vit le peuple qui habite l'extrême, le dernier territoire de ce parcours. Nous continuons l'ascension. Nous sommes dans les monts Sudirman, dans les hautes terres de Papouasie. Devant nous s'élèvent des pics qui dépassent les 4000 mètres. Tout près, le Puncak Jaya atteint 4884 mètres. Le point culminant de l'Océanie est l'une des rares enclaves tropicales où subsistent encore des glaciers. À 3500 mètres d'altitude, la pression atmosphérique est nettement inférieure à celle du niveau de la mer. La disponibilité en oxygène diminue et l'organisme humain doit compenser en augmentant la fréquence respiratoire et le rythme cardiaque pour maintenir un apport adéquat aux tissus. Pendant la journée, les températures peuvent varier entre 8 et 15 degrés Celsius. La nuit, les valeurs chutent à 0 ou en dessous. À cette altitude, le froid ne représente pas un simple inconfort, mais une exigence physiologique permanente. C'est dans cet environnement que vivent les Amongmé, entre 13 000 et 17 000 personnes, réparties sur des territoires de haute montagne, adaptés à des conditions qui, pour beaucoup, ne seraient que temporaires, mais qui, pour eux, sont constantes. En 1936, l'explorateur néerlandais Anton Collin a documenté l'existence de glaciers en Nouvelle-Guinée, des glaciers situés à quelques degrés de latitude sud. Sa découverte n'était pas seulement géographique, elle a également confirmé que des communautés humaines habitaient ces montagnes, adaptées à un environnement que même les expéditions européennes considéraient comme extrêmement difficile.
Les Amongmé maintiennent des lignées matrilinéaires et une économie de subsistance basée principalement sur la patate douce, complétée par la cueillette et la chasse occasionnelle. Dans ce contexte, la faune locale n'est pas un élément secondaire, mais une composante directe de la survie. L'un de ces animaux est le phalangé maculatus, le couscous tacheté, un marsupial arboricole nocturne d'une taille comparable à celle d'un gros chat. Ce n'est pas un prédateur pour l'homme. Cependant, lorsqu'il est capturé ou acculé, il peut mordre avec une force suffisante pour provoquer des blessures profondes. Dans cet environnement, une blessure à des milliers de mètres d'altitude et à des jours de toute infrastructure médicale devient un risque critique. Sans antibiotiques ni sutures, les infections évoluent rapidement. Ici, l'infection fait partie du risque quotidien. Dans ces montagnes, le couscous est capturé au moyen de pièges simples, des collets de fibres végétales placés dans les arbres où l'animal se nourrit. En passant, le collet se referme et l'immobilise sans le tuer immédiatement. À l'aube, le chasseur revient et le retire avec une extrême prudence, conscient qu'une morsure dans ces conditions peut avoir de graves conséquences. Cependant, le risque ne provient pas seulement du sol ou de la végétation. Dans l'espace aérien, il existe également des prédateurs. Kilagournay, l'aigle de Nouvelle-Guinée, possède une force et des serres capables de capturer des mammifères et des oiseaux de taille considérable. Dans les zones ouvertes de haute montagne, où le vol confère un avantage, la surveillance permanente des jeunes enfants constitue une mesure de sécurité de base. Les Amongmé ne laissent pas les jeunes enfants seuls en plein air. Il s'agit d'une règle non écrite mais rigoureuse. Les enfants de moins de 5 ans restent toujours accompagnés d'un adulte. À 4000 mètres d'altitude, les températures nocturnes peuvent descendre en dessous de zéro. Imaginez dormir dans des conditions de moins 5 degrés Celsius, sans sac de couchage, sans isolation synthétique, avec seulement un abri de pierre, un feu réduit et de la graisse animale appliquée sur la peau. Les Amongmé utilisent de la graisse animale de couscous ou de porc lorsqu'elle est disponible. L'application est abondante, en couche épaisse. L'objectif est de réduire la perte de chaleur corporelle. Ils construisent des abris de pierre aux murs épais, avec une couverture végétale et au centre un feu permanent. Les maladies respiratoires figurent parmi les principales causes de mortalité dans les pots de terre de Papouasie. Pneumonie, bronchite chronique, tuberculose. L'air froid et humide irrite en permanence les voies respiratoires. Des infections se développent et, sans traitement médical, peuvent progresser rapidement. Les Amongmé possèdent une connaissance des plantes médicinales, des feuilles utilisées pour réduire la fièvre, des écorces pour soulager la toux. Ces ressources peuvent atténuer les symptômes, mais n'éliminent pas les infections graves. Elles ne font souvent que prolonger le temps disponible. Ils vivent dans l'un des environnements les plus extrêmes de Papouasie. Froid sévère, haute altitude, ressources rares, prédateurs aériens, pression sanitaire constante. Et pourtant, ils demeurent. Pour les Amongmé, cette montagne ne constitue pas seulement un espace physique. Ponkaka n'est pas seulement un sommet. C'est Nemonkai, la mère, la créatrice, le corps symbolique de l'entité qui a donné naissance au monde. Les glaciers représentent son sang, les rochers, ses eaux. Habiter ce territoire n'est pas une simple occupation, c'est une continuité culturelle et spirituelle. Et ils ont appris que survivre n'est pas seulement résister au froid, c'est aussi résister à la disparition. 5 tribus, 5 écosystèmes, des prédateurs distincts, car ici le véritable défi n'a jamais été l'animal, mais l'environnement. Les Santanés régulent l'usage de l'eau par le biais du sassi. Les combats surélèvent leurs habitations pour réduire l'exposition. Les Bousis n'agissent que lorsque l'environnement permet une opportunité calculée. Les Yalis transforment les pentes extrêmes en territoires productifs. Les Amongmé affrontent le froid avec de la graisse, du feu et une organisation sociale. Il ne s'agit pas de force brute, c'est une connaissance écologique accumulée et transmise au fil des générations. La Papouasie représente des eaux opaques, des sols instables, des jungles denses et une humidité extrême dans les basses terres. Le froid, l'hypoxie et les restrictions énergétiques dans les régions montagneuses. Et au milieu de tout cela, des communautés humaines pleinement fonctionnelles. Alors que beaucoup de craintes modernes sont abstraites, les risques auxquels ces populations sont confrontées sont physiques et constants. Pourtant, elles partagent avec nous quelque chose d'essentiel, la capacité d'apprendre, de s'adapter et de perdurer. Existe-t-il quelque chose dans ces modes de vie que le monde moderne devrait observer avec plus d'attention? Nous attendons votre réflexion dans les commentaires. Si ce documentaire vous a permis de découvrir une réalité différente, abonnez-vous à Chronia Origim et suivez nos prochains parcours. Et si vous croyez que ces communautés méritent respect et visibilité, vous pouvez soutenir ce travail avec un like. Car survivre, par essence, n'a jamais signifié dominer, mais comprendre.